Les décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Mercredi, les représentants de la CGM étaient tous réunis pour écouter religieusement ce que Fawzi Larja avait à leur dire. Avec son franc-parler habituel, le ministre délégué chargé du budget a adressé plusieurs messages aux patrons sur différents sujets, à commencer par l'opération d'amnistie fiscale de 2024. 120 milliards, plus de 120 milliards de dirhams régularisés. S'est-il félicité, un chiffre qui dépasse largement les prévisions initiales. L'opération qualifiée de succès incontestable a permis à l'État de remettre dans le circuit formel des capitaux qui jusque-là échappaient au radar du fisc. Mais pour l'Arja, ce n'est qu'un début. Face à un secteur privé qui doit assumer ses responsabilités, le ministre a été un peu plus clair, inciter les acteurs à aller vers le formel et les circuits déclarés. S'est-il exclamé. Cependant, tout dans son discours n'était pas une leçon de morale fiscale. Fawzi Larja a aussi adopté une approche apaisante, insistant sur la logique de confiance et non de sanction. Il a rassuré. Aucun dépositaire de son argent ne fera l'objet d'un contrôle fiscal en 2025. Une déclaration destinée à calmer peut-être les inquiétudes et à encourager davantage le contribuable à jouer la carte de la transparence. Mais ce succès de l'amnistie fiscale, aussi impressionnant soit-il, ne saurait masquer les failles structurelles du système fiscal marocain. L'économie informelle continue de peser lourd et les circuits de financement formel peinent à intégrer de nouveaux acteurs. Si le secteur privé a montré une certaine bonne volonté, cela suffira-t-il pour transformer pour autant cette dynamique en un levier durable de modernisation de notre économie? Et au-delà de l'amnistie, le ministre a insisté aussi sur un point essentiel, l'engagement des entreprises marocaines, notamment celles du secteur privé, dans les grands chantiers qui attendent le royaume, notamment celles en lien avec la Coupe du Monde 2030, modernisation des infrastructures sportives, extension des aéroports ou encore achèvement de la ligne à grande vitesse vers le sud. Les opportunités sont colossales, mais elles nécessitent un patronat proactif, prêt à rivaliser avec les entreprises étrangères. Bref, vous l'aurez compris, nous allons débriefer le contenu des messages adressés par Fawzi Larja aux représentants du patronat. Et on en parlera dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'info présenté par Zeynep Jodi. Les décodeurs d'Atlantic Matin en ce vendredi 24 janvier 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec vos deux décodeurs du jour. J'ai nommé, c'est Mohamed Douyeb et Karim Barakatallah. Karim Barakatallah à ma gauche, chef d'entreprise tunisien installé au Maroc. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur cette antenne, cher Karim. Merci de l'invitation. Bonjour et bonjour aux auditeurs d'Atlantic Radio. Et c'est Mohamed Douyeb à ma droite, expert en communication, fondateur de l'agence Le Média. C'est toujours un plaisir également de vous accueillir, très cher Mohamed, sur cette antenne. Très cher Adil, plaisir partagé, merci. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Alors nous allons évoquer deux sujets aujourd'hui. Nous allons commencer par l'actualité nationale avec cette prise de parole remarquée, certains disent remarquable, mais remarquée en tout cas, celle de Fawzi Larja devant les représentants du patronat. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Comme je l'ai dit en introduction, l'ensemble du top management de la CGM a écouté religieusement, attentivement ce que le ministre en charge du budget avait à leur dire, et il a abordé justement plusieurs sujets, à commencer, comme je l'ai dit en introduction, par cette question de l'amnistie fiscale. C'était en quelque sorte une sorte d'opération, comment dirais-je, il a essayé en tout cas de rassurer celles et ceux qui craignaient que le bâton fiscal prenne le relais de la carotte fiscale. Et c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs, justement. Je reprends une des phrases qu'il a prononcées. Je peux vous garantir que les consignes ont été données lors de l'amnistie sur les avoirs détenus, insister sur le fait de garder l'anonymat de ce processus déclaratif. Parce que certains avaient comme crainte que les mauvais payeurs, les fraudeurs, soient identifiés et que le bâton fiscal prenne le relais justement au cours de l'année 2025. Il a ajouté aussi que tous ceux qui ont volontairement participé à cette opération d'amnistie fiscale en 2024 ne seront pas inquiétés par le fisc en 2025. J'aimerais que l'on commence par ce premier volet, si vous le voulez bien. Comment vous avez interprété la prise de parole de Fawzi Larja sur ce sujet en face des représentants de la CGM? Alors, je commence par toi. Oui, bien sûr, pour rassurer, mais si on prend de la hauteur par rapport à ces propos, parce que moi, je me suis quand même tapé les 3 heures d'intervention de cette rencontre-là. J'ai vu tous les petits détails et les petits messages comme mon boulot me l'impose. Et d'abord, il y a eu une lecture politique à faire, parce qu'entre le patronat et le gouvernement, on revient de loin. Je vous rappelle qu'il y a un an, M. Larja a été invité au Conseil et qui s'est détracté
rétracté à la dernière minute parce que le président de la CGM avait émis des critiques par rapport à la loi de finances 2024 en disant c'est pas à la hauteur des attentes et que les réformes sont lentes. Tu te rappelles, on en parlait même ici. Donc aujourd'hui, c'est une grande réconciliation entre le patronat et le gouvernement, comme quoi nous sommes en phase et que le patronat soutient, encourage ce gouvernement dans ses projets de réforme. Il n'y a pas mieux que M. Al-Rja pour venir faire spécialement le déplacement de Rabat au siège de la CGM pour rassurer le monde des affaires. Et justement ce sujet-là, parce qu'effectivement, plusieurs personnalités du monde des affaires, bien évidemment, aussi, ils ont joué le jeu parce qu'ils ont soutenu cette régularisation, en tout cas cet appel-là. La preuve, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, quand tu vois le discours de l'Orgès, il a commencé par dire la CGM, patronat, est un partenaire essentiel du gouvernement, loin de tout populisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en phase. Il n'y a plus de sujet de compte et nous sommes ouverts à toutes les discussions. Donc, pour moi, c'était ça l'acte de communication clair. Le patronat et le gouvernement travaillent plus ou moins main dans la main, et que l'administration, quel que soit, parce qu'il était quand même accompagné, il y avait le Trésor, il y avait l'Office d'échange, il y avait la douane, on était quand même dans une... Pour moi, c'est une vraie sortie politique, gouvernementale, vis-à-vis du monde des affaires. Voilà, donc, Dans un premier temps, il a effectivement tenté de rassurer le monde des affaires par rapport à cette opération, mais par rapport à d'autres. Oui. Mais dans un second temps, et moi aussi je me suis, non pas tapé, mais j'ai pris du plaisir à écouter ce qu'il avait à leur dire. Dans un second temps, il a effectivement, il les a appelés, il a appelé les représentants du patronat marocain à faire davantage pour notamment inclure les opérateurs du secteur informel vers le formel. C'était un discours qui était un petit peu nuancé dans un sens. Je suis de votre côté, l'État marocain et le fisc est là pour accompagner les opérateurs économiques. D'un autre côté, l'État est aussi là pour veiller à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions. J'imagine que le chef d'entreprise que vous êtes, Karim Barakatallah, ne peut être que sensible à ce qui a été dit lors de cette rencontre, notamment sur le rôle des acteurs du secteur privé dans le développement socio-économique du pays. On voit tous ces projets qui sont en train de se mettre en place, là, par exemple, à l'essentiel de l'actualité, on a parlé de la ligne verte du bateau qui va faire Tarifa à Tanger. On parle de partenariat public-privé. Et c'est ça l'idée, je pense. C'est nous, l'État, on est là pour garantir le bien-être des entreprises. Et en même temps, les entreprises doivent s'associer avec nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a beaucoup de projets qui vont se mettre en place, il y a une Coupe du Monde qui va s'organiser, il y a des chiffres qui risquent de faire beaucoup de bien à l'économie et à la croissance du pays. Et ça, il faut que et le patronat et l'État mettent la main dans la main pour aller de l'avant. Et c'est un peu ce message-là, je pense qu'il voulait dire, c'est qu'on va y aller ensemble. Nous, on est là pour assainir l'environnement dans lequel vous allez travailler. La collecte des impôts, elle va continuer à se faire, même si on parle entre guillemets, une sorte d'amnistie pour 2025 pour les gens qui sont rentrés dans l'ordre. Mais l'État va continuer à jouer son rôle. Ces gens-là vont garder l'anonymat, ils vont être tranquilles. Mais, et tout ça, rentrez dans l'économie formelle, venez vous associer à nous, il y a beaucoup de choses à faire, les entreprises étrangères sont là et c'est elles qui sont en train de faire le gros du boulot, mais nous avons ce qu'il faut aussi au sein des entreprises marocaines et nous allons leur prêter main forte s'il le faut pour qu'ils soient associés à ces projets de construction, de développement du Maroc dans le sens de l'organisation de cette Coupe du Monde qui va se tenir en 2030. Alors je reviens juste une dernière fois sur cette question de la relation qui existe aujourd'hui entre le contribuable et l'État marocain. Dans sa prise de parole, il a aussi insisté sur le fait que son objectif à lui, mais à travers lui celui de l'État, c'est de concrétiser véritablement cette relation de confiance et de transparence entre le contribuable et l'État. Bon, certains estiment que la politique qui est menée aujourd'hui, à savoir celle plus de la carotte fiscale que du bâton fiscal, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, justement, compte tenu du contexte macroéconomique et de la structure même de notre économie,
avec un informel qui dépasse toutes les normes internationales, etc. etc. Ouais. D'autres estiment au contraire qu'il faut sévir en fait, parce que ces opérations d'amnistie à répétition, cette pédagogie qui se répète à chaque fois, fait ses preuves momentanément lors de ces opérations d'amnistie par exemple, la dernière en date celle de 2024, mais certains, encore une fois les mêmes, je répète, estiment qu'il faudrait donner l'exemple et que les mauvais payeurs et les fraudeurs soient sanctionnés pour la faute ou les fautes qu'ils ont commis. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette politique-là, Mohamed Douy. Comme j'ai dit au début, cette sortie-là, au-delà du fait que ça parlait business, économie, partenariat public-privé, il y a du politique dedans, c'est-à-dire il y a des choix de société. Et quand je répète à maintes reprises le fait de combattre l'informel ou le fait que le contribuable doit y avoir de la confiance, c'est un choix de société. Je pense que l'administration, elle sévit. Quand vous prenez les dernières mesures fiscales, je suis désolé, mais il n'y a pas que la carotte. Vraiment, il y a les chiffres annoncés hier, et cette rencontre a été d'ailleurs riche en annonces et en informations. En data, en données essentielles. Là, vous avez devant vous le patron de la DGI qui vous explique de manière claire que, ne serait-ce que d'un exercice, le dernier exercice, le fait que d'implémenter... par exemple, la retenue de la TVA, toutes les mesures à la source, ce que ça a donné, ce qu'ils ont pu récolter. Donc, attention, l'État, il est en train de sévir aussi. Pas d'une manière pas dans le contrôle fiscal qui fait flipper tout le monde, mais à travers, et c'est là, je pense, le choix, mais ça n'a pas été dit comme ça, mais aujourd'hui, on va sévir à la source. Et comme M. Rja vous dit de manière claire et nette, que le système fiscal marocain, il est déclaratif, à part celui du retenu à la source du salaire, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. C'est une vérité, ça. Voilà. Non. Mais c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité du contribuable. Et quand l'administration, elle peut un petit peu fermer l'œil pendant un moment, mais aujourd'hui, le choix qui est fait, et aujourd'hui on le voit, c'est servir à la source. C'est-à-dire que pour combattre l'informel, pour combattre le phénomène des factures fictives, on va servir à la source. Et hier, moi j'ai entendu dire, voilà, le patron de la DG dire qu'on sait qu'aujourd'hui, à travers la data en instantané, chaque opérateur économique, là où il se ressource, c'est-à-dire quels fournisseurs avec lesquels il travaille. Donc, l'administration a toute la donnée et la data possible. Et donc, ce n'est plus possible aujourd'hui d'aller acheter des factures ou aller travailler dans l'informel. Ils le savent. Et bien, la régularisation, cette grande opération de régularisation, bien sûr, comme tu disais, c'est un acte, un appel comme quoi l'État, tend la main pour faire un petit peu donner confiance à l'opération. On va voir, parce que là, 100 milliards ou 120 milliards, mais il faut voir un peu l'effet à moyen terme. Est-ce que cela va donner lieu à un impact sur l'investissement, sur la croissance, tout ça, on ne le sait pas encore. Non, mais au-delà de ça, est-ce que ça aura comme effet immédiat ce qu'a déclaré, entre autres, Fawzi Rja, à savoir avoir un système et une relation beaucoup plus basée sur la transparence et la confiance ou pas? Parce que certains estiment que la donne ne va pas changer, il faut du temps. Et que les mauvais payeurs et les fraudeurs attendront une prochaine opération d'amnistie pour déclarer mais il faut du temps. Pour vraiment faire une évaluation franchement objective, il faudra se donner du temps. Mais en tout cas, à court terme, cette opération a donné lieu, en termes de liquidité, ça a servi quand même à donner un souffle à l'économie, ce qui est quand même intéressant. 127 milliards de dirhams, qui n'était pas prévu dans le budget, ni dans les intentions même de la DGI ou autre. Donc, il faudra se donner le temps. Alors, en ligne rouge de son intervention, il y avait une date, celle de 2030, avec pas mal de chantiers qui nous attendent, notamment la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, il a donné un chiffre sur le nombre de visiteurs que nous devrions avoir en 2030. Nous allons en parler dans un instant. Et puis on parlera aussi d'un élément que vous avez évoqué, Karim Barakatallah, à savoir le rôle de ce partenariat public-privé dans tous les chantiers lancés, et dans tous les domaines d'ailleurs. Et dans ce sens, il a appelé le secteur privé marocain à faire davantage, à s'impliquer davantage dans la réalisation de tous ces chantiers. On va essayer de voir et de comprendre avec vous justement comment nos opérateurs privés peuvent et pourront justement réaliser tout ce qui a été promis et annoncé. On va marquer une pause, il est bientôt 9h sur Atlantic Radio, c'est l'heure du journal. Signé Zeynep Joudi, et nous on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite.
La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Mohamed Douib et Karim Barakatallah. On parle ce matin de la prise de parole de Fawzi El-Rja face aux représentants de la CGEM. C'était mercredi dernier, plusieurs sujets ont été abordés. Nous avons parlé en première partie d'émission de ce qui a été dit sur la relation que l'État marocain souhaite établir entre les contribuables et le fisc, sur la question de l'informel aussi. Et puis il y a aussi un autre élément qui a été abordé par les participants à cette rencontre, c'est évidemment les différents chantiers qui nous attendent, qui attendent le Royaume du Maroc d'ici 2030. Et répondant à une question de la CGEM justement au sujet de l'implication du secteur privé dans le processus de préparation du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde, eh bien le Fawzi El-Rja a déclaré, je cite, « Il est inconcevable d'imaginer l'organisation d'un événement d'envergure mondiale sans la mobilisation effective de la CGEM ». Une sorte d'appel lancé à destination des opérateurs privés pour qu'ils s'impliquent peut-être davantage qu'ils ne le font aujourd'hui. D'ailleurs, il a poursuivi en précisant que une feuille de route a été mise en place et le comité d'organisation est désormais finalisé. Dans les prochains jours, dit-il, votre rôle en s'adressant au patron sera essentiel à tous les niveaux, que ce soit pour le lancement, l'exécution ou l'organisation. En ajoutant aussi que le Maroc, d'ici 2030, aura besoin de 40 000 volontaires couvrant différents métiers, allant de l'accueil à l'aéroport jusqu'au départ des visiteurs, en passant par toutes les étapes de cet événement. Comment vous analysez cette prise de parole? C'est une main tendue, c'est un appel lancé aux opérateurs privés pour qu'ils s'impliquent peut-être davantage dans la réalisation et l'exécution des différents chantiers? Oui. C'est Mohamed Douib. Il y avait une intervention comme hier intéressante aussi du côté CGM. CGM suivait de très près un petit peu toutes les annonces par rapport au Mondial 2030. Il recevait d'ailleurs des délégations, notamment espagnoles et portugaises, mais ils ne savaient pas comment agir parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Et d'ailleurs, même ne pouvait pas aller, je dirais, à partager l'information tant que l'attribution n'a pas été donnée de manière officielle. Donc aujourd'hui... Là, c'est fait. Là, c'est fait. Maintenant, ce qu'on sait, l'info d'abord, c'est que la CGM, ou en tout cas les représentants de la CGM, seront dans le comité de gouvernance ou d'organisation de la Coupe du Monde. Donc le patronat sera là, donc il aura accès à tous les éléments, à toutes les données. Après, en disant ça... Après, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il y a tellement de projets, comme a dit Rja, tellement de, je dirais, d'appels d'offres, tellement de business qui va se créer que, bon, le patronat doit effectivement pouvoir être prêt. Après, ça c'est sur le papier. Mais sur les grands projets, d'où la difficulté, comment faire arrimer un petit peu je dirais, l'entreprise marocaine à tous ces projets-là, et dans quelle mesure, sachant que là, tous les grands projets supposent des grands acteurs. Est-ce que les grands acteurs auront cette capacité de faire, je dirais, d'embarquer avec eux les moyens et les petits entrepreneurs? C'est toute l'équation, elle est là. S'ils ne le sont pas, ils devront l'être parce que, in fine, l'objectif de l'organisation d'un tel événement pour les opérateurs privés, pour les entreprises marocaines, c'est justement d'en bénéficier. Autrement, si vous n'êtes pas prêt, il y en a d'autres qui sont prêts et qu'on va ramener de l'étranger peut-être pour... Oui, les Turcs et les Chinois, mais comment faire concurrence à ces grands acteurs s'il n'y a pas de climat d'affaires ou s'il n'y a pas, encore on revient aux questions, je dirais, sommaires, les incitations, comment pousser ces entreprises marocaines à gagner de l'argent, il faut le dire comme ça, gagner de l'argent, vu les opportunités qui se présentent. Donc, attendons pour voir, est-ce que les pouvoirs publics vont faire un geste, sachant que M. El-Rja a dit hier de manière claire, en termes de financement, le secteur bancaire a joué le jeu. Aujourd'hui, le financement du mondial est bouclé. Ça, c'est une information qu'on ne savait pas hier. Il a dit clairement, le financement est bouclé. Donc, on a une visibilité, mais comment l'entreprise... Le financement prévisionnel, il faut attendre. D'ici 2030, il peut se passer pas mal de choses. Mais en tout cas, la feuille sur le papier, on tient les financements des grands projets, notamment TGV, tout ce qui est de l'ordre du ferroviaire, les aéroports, tout ça. Mais comment faire embarquer l'entreprise marocaine pour justement... C'est ça la grande interrogation. Karim Barakatallah, la même question. Ouais, il y a d'abord... le temps, le facteur temps. Aujourd'hui, il y a deux dates, 2025-2030.
et des infrastructures qui doivent se mettre en place. Il y a toute une organisation qui doit se mettre en place. Il y a le transport qui doit se mettre en place. Les aéroports qui doivent très rapidement prendre la dimension qu'ils doivent prendre pour pouvoir accueillir, on parle de 1,2 million de touristes pendant la Coupe du Monde. Ils vont arriver tous en même temps pendant un petit mois. Et tout ça, donc pourquoi je parle du temps? Pour dire que aussi, il y a l'expertise. Est-ce que les entreprises marocaines ont l'expertise nécessaire pour faire les projets aussi importants, aussi grandioses, dans les délais aussi courts et aussi serrés? Et j'ai vécu une expérience. Certes, c'est pas du tout le même environnement, parce que je parle de la Libye à partir de l'année 2007, qui a décidé de se moderniser, et ils se sont mis à construire des tours, des routes, des autoroutes, des aéroports, des infrastructures énormes, des ports. Il n'avait rien. Et contrairement au Maroc, là, au moins au Maroc, on a des entreprises de taille importante, qui ont une certaine expérience, une certaine expertise, mais pas assez. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les grands noms du bâtiment, par exemple, sont venus du monde entier pour construire la Libye, et ils ont fait émerger avec eux des entreprises locales. Ici, c'est peut-être un peu plus facile, parce que nous avons quand même des entreprises qui ont une certaine dimension, et ces entreprises peuvent s'associer à des géants mondiaux. Je pense, moi, personnellement, je pense que les entreprises marocaines, certes, elles ont l'expertise, elles ont la compétence, mais est-ce qu'elles ont suffisamment d'expérience pour gérer de tels projets? On n'a pas de droit à l'erreur. Et donc, et là, l'équation, elle est difficile. D'un côté, il faut aller vite et faire bien. D'un autre côté, il y a les entreprises marocaines qui doivent contribuer. C'est aussi aux entreprises marocaines d'aller de l'avant et de se rapprocher de ces géants pour créer des joint ventures, pour créer des choses qui puissent faire en sorte qu'elles soient là. Parce qu'une entreprise de très grande taille mondiale, elle a besoin aussi de relais sur au place. Niveau local, oui. Et ces relais-là, ils sont là, ils existent. Il y a les entreprises, il y a les ressources humaines, il a la capacité, on l'a vu sur beaucoup de projets routiers par exemple, où les entreprises marocaines ont fait des prouesses extraordinaires, ne serait-ce que la route de Boise, en un an, on a fait ce qu'on a fait, c'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'il y a un triple maintenant, on parlait État, entreprise privée, mais État, entreprise privée, et multinationales, la main dans la main pour aller faire ces projets-là et les construire le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, respectant des cahiers de charges quand même qui sont de très très haut niveau. On va marquer une pause. Karim Barakatallah, c'est Mohamed Douieb, restez avec nous, et vous, très chers auditeurs, restez à l'écoute. En dernière partie d'émission, on va consacrer le dernier quart d'heure pour parler de l'actualité outre-Atlantique aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau président élu est arrivé en poste à la Maison-Blanche. Et oui, Karim Dronet a l'air étonné. Ben oui, mais tu en parles tous les jours. Il s'agit de Donald Trump, et j'imagine que tu vas nous en parler également dans ton point info. La pause info avec Karim, et on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite. Dernière partie des décodeurs d'Atlantique matin avec Mohamed Douieb et Karim Barakatallah. Deuxième sujet programmé aujourd'hui, le retour triomphal de Donald Trump aux affaires et à la Maison-Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas chômé en quelques jours à peine. Certains esprits mal intentionnés disent qu'il en a fait autant, si ce n'est plus, que Joe Biden pendant 4 ans. En tout cas, à coup de décret présidentiel, c'est vrai, ça c'est une vérité, c'est factuel. À coup de décret présidentiel pour l'instant, même si Karim nous a parlé effectivement que sur certains décrets signés, il y a tout un processus juridique qui se met en place et les choses ne sont pas aussi faciles. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, la politique, c'est une question de symboles et de signaux envoyés aux uns et aux autres. Et en mettant en scène, justement, les différentes cérémonies de signature de ces décrets avec ces gros feutres, comme me disait Karim juste avant la prise d'antenne, c'est vrai qu'il annonce la couleur. Il dit à l'opinion publique américaine et internationale aussi, à ceux qui veulent bien l'entendre en tout cas, qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il est là pour mener une politique sur laquelle il a été élu, et ça commence par effectivement les différents décrets signés. On va parler de tout cela, de la deuxième présidence Trump dans sa globalité si vous le voulez bien, mais j'ai choisi précisément aujourd'hui de faire un focus sur la relation entre Donald Trump et Elon Musk. Certains esprits mal intentionnés, toujours les mêmes, disent que c'est une présidence qui s'annonce, que
le véritable vice-président des États-Unis est en quelque sorte Elon Musk, étant donné l'influence et le pouvoir qu'il a auprès du président américain. Et c'est vrai qu'il était pour beaucoup dans la réélection de Donald Trump, à travers notamment le réseau social X et le fait qu'il l'ait intégré et que cela ait permis à Donald Trump d'avoir une plateforme à travers laquelle il a pu s'exprimer, ce qui n'était pas le cas avant. Mais certains estiment aujourd'hui qu'il y a des signes avant-coureurs de la fin de l'idylle entre les deux hommes. Il y a la question de la voiture électrique. Donald Trump l'a clairement signifié. Les États-Unis se dirigent vers une réduction des subventions destinées aux industries des voitures électriques, ce qui pourrait nuire entre autres aux activités de Tesla d'Elon Musk. Et puis, Elon Musk a critiqué par ailleurs le méga projet d'intelligence artificielle. Il parle d'un projet de 500 milliards de dollars, signé devant Donald Trump. Et Donald Trump a insisté pour qu'il le mette en scène également avec les autres grands patrons qui ont signé cet accord. Est-ce que vous décelez justement, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'ils sont d'accord sur tous ces sujets, c'est juste les journalistes et les commentateurs qui en font des caisses, est-ce que vous constatez des divergences, des intérêts qui peuvent diverger à l'avenir et que, étant donné les caractères très forts des deux hommes d'ailleurs, ça ne peut qu'aller au clash tôt ou tard? C'est Mohamed Douib. Je sais peut-être... Toutes les options ou les scénarios peuvent être envisagés, sachant qu'on parle quand même de personnalités, comme tu l'as si bien dit, des caractères, et puis avec des comportements parfois imprévisibles, des réactions parfois très à chaud. Mais peut-être une certaine vérité, c'est que Trump doit beaucoup à Elon Musk, et il l'a dit clairement, il a dit grâce à tes machines, on a pu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Musk devient à la fois la vitrine je dirais, du mandat Trump, et aussi ce cerveau-là qui est attendu sur un terrain très, très particulier. Et là, même, il y a il a annoncé la couleur sur cette agence, qui va faire un peu de l'efficacité gouvernementale. Ouais. Déjà, il devait y avoir 2 co-directeurs, c'est-à-dire, et là, le premier, ils ont viré déjà Donc déjà, il y a sur le fonctionnement des choses, peut-être qu'il y a réflexion et que les deux hommes ne sont pas aussi clairement d'accord sur tout. Il faut voir cette agence, parce que c'est en tout cas à titre personnel, ce qui m'intéresse, parce que c'est là il est attendu, Elon Musk, et c'est lui qui a demandé ce poste. Oui. Après, est-ce que, sur ta question, est-ce qu'il est vraiment le vice-président? Moi, je crois que dans cette administration, il y a une personnalité dont on parle peu, et c'est fait exprès d'ailleurs en termes de communication, c'est la directrice de cabinet de Trump. Ah non, on en parle tout le temps, même sur cette antenne. Voilà. C'est elle qui gère tout, ça on le sait, tout le monde le sait, ça je crois. Le sait. Elle est discrète, mais elle est très influente et très puissante. Sur les choix, exactement, mais sur les choix, parce qu'aujourd'hui Musk, il cristallise toute l'attention médiatique et c'est normal, et tout fait ou geste, il est décrypté, il est analysé, c'est pour ça qu'on a ces discussions-là. Mais au fond, sur... des sujets graves, des sujets importants sur le plan international. Si on prend l'Ukraine, regardez, Trump, il a dit je vais régler ça en une semaine, je ne sais pas 2 semaines. Là, on parle d'un mois. Certains parlent de 6 mois. Non, mais pourquoi, pourquoi justement on parle autant d'Elon Musk, justement, au-delà de son caractère imprévisible, de ses frasques médiatiques parfois? C'est parce que il dépasse le simple rôle, si j'ose dire, que Donald Trump a bien voulu lui assigner, savoir cette agence de l'efficacité gouvernementale, et il se permet de faire de la politique et de la géopolitique même en s'adressant directement aux dirigeants européens, en disant les choses, en disant le fond de sa pensée, avec un langage qui est tout sauf diplomatique. Donc c'est la raison pour laquelle certains estiment que sa position est beaucoup plus importante au sein de l'administration américaine qu'on ne veut bien le croire, et certains estiment, encore des esprits encore beaucoup plus mal intentionnés, estiment que il a soutenu Donald Trump, c'est sa façon à lui d'arriver au sommet du pouvoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas né sur le sol américain et que de facto il ne peut pas se présenter pour cette élection. Donc c'est la raison pour laquelle Elon Musk attire autant l'attention et fait parler, parce que même dans ses prises de parole et ses actes, il fait de la politique, et aujourd'hui il est beaucoup plus considéré comme un homme politique ou un homme d'influence
qu'un entrepreneur qui a réussi dans le monde des affaires. Karim Barakatallah. C'est un homme d'influence. C'est d'abord un chef d'entreprise qui a réussi et qui réussit. Et qui est pragmatique, qui est intelligent. Et s'il s'est engagé autant avec Trump, même quand les sondages ne lui donnaient pas raison, c'est qu'il a de la vision. Maintenant, on dit qu'il a critiqué les 2 projets de Trump. Moi, je pense que le couple, il est harmonieux. Il fonctionne en intelligence de 2 grands chefs d'entreprise qui veulent gérer l'Amérique et le monde. Trump le laisse faire, parce que s'il veut l'arrêter sur la politique internationale des États-Unis, sur son soutien à l'extrême droite, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, il pourrait le faire. Donc s'il le laisse, c'est qu'il n'y a pas de souci jusque-là. Et en même temps, je disais que Musk est un visionnaire. Il se permet de critiquer certains choix de Trump sans aller au clash. Il donne son point de vue parce que aller très vite, comme le fait Trump, risque à un moment donné de s'arrêter de façon brutale si ça marche pas. Par exemple, cette histoire du droit au sol où il y a un juge qui dit c'est anticonstitutionnel. Il y a beaucoup de décrets qui sont signés par Trump qui risquent de ne pas aboutir parce qu'on est quand même dans une justice, quoi que l'on dise, libre. Indépendante. Mais c'est un pays des institutions. C'est les institutions. C'est-à-dire que là, il se démarque un tout petit peu, peut-être, pour se dire, si au bout d'1 an ou 2 ans, Trump se casse la gueule, je l'aurais prévenu, et moi je ne paie rien finalement. Je l'ai soutenu parce que j'ai cru en son projet d'une Amérique grandiose, prospère, mais il a quand même fait des choses sans tenir compte, justement, de ces institutions et de cette démocratie américaine, et qui peut-être à mi-mandat se casser la gueule. Et à ce moment-là, il peut se démarquer sans se faire trop mal. Maintenant que Trump s'attaque à la voiture électrique, c'est très... Ouais. Voilà, il y a tellement de choses qui sont dans les intérêts de toute façon, si on regarde les actions de Tesla, elles ne sont pas tombées suite à ces déclarations. Mais d'ailleurs, Elon Musk n'a pas tant critiqué ce projet, pas tant que ça. En revanche, sur le projet d'investissement dans l'intelligence artificielle, là, pour le coup, il était très, très critique, notamment envers Sam Altman. Oui, exactement. Et puis, cet échange... sur Twitter, oui. Sur X, pardon. Qui est extrêmement révélateur de beaucoup de choses. Et puis si vous faites un peu de recoupement, le fait que le fondateur Altman, qui n'était pas d'ailleurs convié, ou il a été convié, ou il n'a pas souhaité venir, en tout cas à l'investiture de Trump, aussi c'est un message à lire. C'est qu'aujourd'hui, Trump se positionne sur l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel Elon Musk et sa galaxie, il est en perte de vitesse. Parce qu'il n'a pas la main sur ce sujet-là et parce qu'il est dépassé. Alors, c'est pas qu'il n'est pas en perte de vitesse, il n'était pas précurseur, mais lui aussi il a lancé sa propre intelligence artificielle qui est très performante aujourd'hui d'ailleurs. Oui, s'appelle Grok. Oui, mais il n'a pas atteint autant je dirais, le potentiel. L'autorité de ChatGPT. Et puis, là, on part quand même Donc c'est quoi? C'est une question d'ego? C'est ce que vous dites? Peut-être aussi, mais d'où je dirais, la complexité du personnage. C'est que vous avez en face un homme d'influence qui soutient un candidat qui est aujourd'hui l'homme le plus puissant au monde, qui devrait normalement gérer tout ce qui est optimisation et dérégulation, pour essayer que ce pays fonctionne autrement. Il est attendu sur plusieurs terrains, mais il prend des attitudes politiques qui parfois on se dit, est-ce qu'il est vraiment dans le cabinet pour appeler pour un sujet particulier, où il va avoir la capacité de s'exprimer sur tout et rien, sachant qu'il a même demandé à avoir son bureau à la Maison-Blanche. Donc il est à côté de... Donc c'est quand même un message, il l'a imposé. Donc il est aux côtés du président, et donc c'est un choix assez particulier, et il risque de peut-être, pour les institutions américaines, en tout cas pour la politique internationale, poser plus problème
que peut-être résoudre des situations. Donc, On va conclure par peut-être donner une réponse à la question initiale, à savoir est-ce que, compte tenu de la personnalité des deux hommes, ce sont deux mâles alpha, deux mâles dominants dans leur domaine. Ben oui, c'est vrai, dans leur domaine respectif. Deux hommes avec de très forts caractères, avec un caractère imprévisible, ça c'est leur point en commun. Est-ce que justement, là, on n'a pas tous les ingrédients, même s'ils sont d'accord aujourd'hui sur la vision qu'ils ont pour l'Amérique, pour le monde, sur différents sujets, est-ce que le clash, il n'est pas inévitable? Est-ce que ça ne va pas aller au clash incessamment sous peu? Pas peut-être le clash, mais peut-être je dirais, une tension sur des sujets où il y a des intérêts qui sont, je dirais, identitaires importants, parce que jusque-là, tu l'as si bien, quand tu as présenté, tu disais une certaine vision de l'Amérique. Je ne sais pas si ils partagent. Dans les grandes lignes, oui. Dans les grandes lignes, oui. Sur l'aspect avec, culturel, économique, oui, ils sont d'accord à 1000%. Mais dans les détails, c'est là où se cachent comment on fait fonctionner tout ça. Voilà la vision dans ce qu'on a, mais comment on va la faire fonctionner. Je pense qu'il y aura vraiment des moments de tension importants à suivre de près. Des tensions, mais pas nécessairement une rupture. Des tensions, certes. C'est des deux mâles dominants, comme on l'a dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura rupture, à mon sens. Il y aura des clashs, mais chacun connaît son intérêt. Trump a besoin de Musk, Musk a besoin de Trump. Qui a le plus besoin de l'autre? C'est ça la question, Justin. Les deux ont autant besoin l'un de l'autre. Je pense que c'est Musk qui a plus besoin de Trump aujourd'hui. Pour ses contrats avec l'État fédéral américain. Entre autres. Bon, on suivra comment va évoluer ce couple, parce que vous avez parlé d'un couple tout à l'heure. Vous faites déjà, pour vous, c'est un couple déjà. Bon. C'est un couple. Alors, on verra comment va évoluer ce couple. Trump est contre tout ce qui est. Oui, on aura compris. Bon, on verra comment va évoluer ce couple entre Donald Trump et Elon Musk, et on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'actualité politique aux États-Unis. Une chose est sûre, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, on ne va pas s'ennuyer. Il y a toujours une actualité croustillante à décoder et à analyser tous les jours. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci Karim. Merci. À la prochaine. Karim Droné revient, lui, dans quelques instants pour le journal de 9h30. Vous écoutez Atlantic Radio.